Cette semaine, dans le tuto du jeudi, nous allons être sur le logiciel Houdini pour réaliser une modélisation procédurale de base, pour réaliser cet exemple-là de muraille avec les portes que l'on va pouvoir mettre en place grâce à un processus procédural qui va permettre de faire des choix soit fixes, par exemple si on veut positionner la porte à un endroit précis, et puis des choix aléatoires, par exemple ici donc de muraille, où on va pouvoir choisir des tailles de muraille différentes que l'on mettra en place avec des fonctions aléatoires. Donc on va voir ces fonctionnalités de base qui permettent de réaliser de la modélisation procédurale dans Houdini. Houdini est le logiciel aujourd'hui qui réalise de la modélisation procédurale, qui est à comparer avec ce que l'on peut voir apparaître dans les dernières versions de Unreal Engine, par exemple pour le jeu vidéo. On va avoir du PCG, par exemple, qui est aussi de la modélisation procédurale. Mais il faut savoir que avec Houdini, on va pouvoir créer donc un HDA, donc un élément donc, que l'on va pouvoir plugger dans notamment Unreal, mais pas que, pour pouvoir donc avoir une modélisation procédurale prête à l'emploi dans Unreal, dans lequel on va mettre les propres assets de Unreal, donc des murs différents par exemple, ou des portes différentes ici dans notre cas, que l'on pourra donc faire varier dans Unreal Engine. Donc on va mettre en place donc une modélisation procédurale là pour réaliser donc un mur avec une porte par exemple, qu'on pourra positionner où on veut. Donc l'idée de base c'est de diviser en deux le travail de la modélisation procédurale, d'une part de générer donc l'ensemble des éléments à partir de points et ensuite de déformer ces points, la trajectoire de ces points à l'aide donc du path deform de Houdini. Donc dans Houdini, on va venir donc mettre en place donc une line. À cette line, on va lui rajouter un add qui permet donc de pouvoir ici donc récupérer des points. Donc l'importance dans la line, c'est pas tellement sa position, on va la laisser droite, mais c'est plutôt le length, c'est le point qui va donner la cadence du nombre de points et la distance entre deux points, qu'on pourra régler ou qu'on pourra mettre de manière aléatoire. On a fait un tuto du jeudi là-dessus. Ok, donc on va venir donc ensuite à partir de ces points-là, générer sur chaque point un élément, soit de manière aléatoire, soit de manière fixe à l'endroit où on veut. Donc pour ça, on va créer une boucle for each. Donc la boucle ici tab for each, ici for each point, puisqu'on a des points et on va boucler sur les points de telle manière de pouvoir sur chaque point positionner donc un élément. On va utiliser un copy to point pour réaliser ça. Donc si je vais sur le copy to point, on voit que j'ai un élément ici. Ok, je me remets sur fond noir ici pour qu'on le voit mieux. Voilà, j'ai un élément ici qui est positionné et il va dépendre donc le choix ici du modèle va dépendre donc notamment de switch ici que l'on va mettre en place. Donc on y reviendra dessus. Dans cette première partie, en fait, on va s'intéresser donc à la boucle déjà, qui va nous permettre donc de pouvoir définir la valeur sur chaque point, de telle manière ensuite de pouvoir l'envoyer sur le switch justement. Donc on a le for each begin ici, et on va venir donc for each begin pour obtenir ce node sur la droite. On va cliquer sur create meta import node ici, et on va donc pouvoir obtenir ce node là qui est le compteur. Donc il va compter à quel point on est, donc entre 0 et 9, il y a 10 points à la numérotation commençant à 0. Et donc on va venir donc envoyer la valeur donc, du compteur ici dans la deuxième connexion. On va connecter sur la première le point et on va utiliser un attribut triangle. Alors l'attribut triangle permet d'écrire des lignes rapidement de vex qui vont générer donc principalement une valeur, un attribut supplémentaire que l'on va rajouter au point et que l'on va donc ensuite injecter dans le switch de telle manière que le switch fasse un choix de donner tel ou tel modèle 3D qui sont là, il y en a 3 en input de FBX que l'on va pouvoir donc ici importer. Ok, donc dans l'attribut triangle ici, on va venir donc
Donc je vais faire juste une partie, la partie aléatoire, et on reviendra dans le prochain tuto du jeudi sur la partie fixe ici. Ok. Donc je vais venir couper ici. Voilà, ça c'est la partie fixe définie, et ça c'est la partie aléatoire. Donc on va regarder déjà cette partie-là. Donc en fait, on va venir définir principalement, donc je vais venir sélectionner les deux lignes qu'il faut avoir donc ici pour obtenir donc une valeur aléatoire. Donc c'est les deux premières lignes ici. Les deux premières lignes ici que je mets en avant ici la première donne la numérotation du point grâce à la valeur d'itération. Donc la valeur d'itération arrive ici en 1. Donc on recherche avec la fonction detail la variable itération à la connexion 1, et comme c'est un float ou un integer, ça a un index de 0 ici. Donc detail va me donner la valeur de l'itération, à savoir que si je fais i information sur le for each ici, j'ai deux detail attributes, itération et num itération. Donc j'utilise bien une fonction detail qui va me donner le numéro de l'itération, et je la mets dans un integer qui s'appelle iter ici. Je vais utiliser cet iter pour produire un random. Donc chaque iter donnera un random différent, c'est le but, c'est l'objectif. Et je vais créer une valeur aléatoire que je vais appeler aléamur. Donc trunk pour avoir une valeur entière, fit pour pouvoir cadrer cette valeur entre deux valeurs que je veux, parce que le random, lui, varie entre 0 et 1, et je veux varier entre 0 et 2. Donc je fais iter étoile 10 pour avoir des valeurs plus variables ici, et je fais random, et je fais fit ensuite pour varier entre 0 et 2, parce que j'ai deux connexions ici dans le switch, pour avoir des valeurs qui varient donc 0, 1 ici, et j'ai le trunk qui me permet d'avoir des valeurs. Donc on peut vérifier en fait en venant donc dans le for each ici à la fin. Donc on voit le résultat. Ici j'ai une variation de mur qui change, donc on peut augmenter cette variation là éventuellement. Et si je viens donc dans le spreadsheet ici, je vais voir aller à mur, et ici 1, et puis après je vais avoir des valeurs à 2 et ainsi de suite. Donc là j'ai tous les points, j'ai trop de points, bien entendu, parce que tous les points récupèrent la valeur. Voilà, 0, 1 et ainsi de suite. Mais je vois que donc cette valeur aller à mur est bien initiée grâce à cette fonction donc un peu compliquée, mais assez simple à comprendre dans le trunk pour couper pour avoir un integer, fit pour changer les bornes supérieures et inférieures, et random pour donner une valeur entre 0 et 1. Voilà. Ce qui va permettre de pouvoir générer donc une variation ici. Donc on pourrait très bien, on le verra dans le prochain tuto du jeudi, changer cette variation là, mettre 20 par exemple, ici, et donc on aura à ce moment-là des variations sur le résultat ici. On peut aussi venir ajouter donc une valeur ici, plus 10 à l'intérieur par exemple, pour modifier effectivement donc la structure finale. Ok. Donc on pourra modifier cette écriture-là en la rentrant paramétrable, encore une fois, ici en rajoutant plus 10, en multipliant ou en rajoutant une valeur devant 0,5, ou voilà, et puis de sortir ces paramètres-là pour pouvoir les modifier et obtenir des variations donc différentes ici. Donc on a cette fonction f_aléanum, f @aléamur, qui est un attribut en fait qui va se retrouver, comme on l'a vu dans le Geometry Spreadsheet, sur les différents points. Et on va faire donc un copy to point ici, en venant donc je mets un nul ici, c'est une borne juste qui va récupérer donc les paramètres ici i. On va avoir aléamur, numitaire, postport, d'autres paramètres que l'on verra dans le prochain tuto du jeudi. Et on a donc mis en place un switch ici qui va récupérer donc une fonction. On va écrire une fonction point param, c'est le nul ici qui s'appelle param, 2 points slash param 0,
connexion donc 0. Aléa mur, donc on récupère la variable aléa mur, index 0 parce que c'est soit un integer, soit un float. Donc il va récupérer cette valeur aléa mur et pouvoir switcher donc entre 0 la connexion de gauche et 1 la connexion de droite ici. Ok, et donc on va avoir donc les deux types de murs. Ici j'en ai mis que deux, comme on peut le voir ici, et on pourra en mettre autant qu'on veut. À ce moment-là, il faudra augmenter donc la borne ici, au lieu de mettre 0,2, si on en a 3, on mettra 0,3, si on en a 4, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà pour l'attribut triangle, pour avoir un switch donc de valeurs aléatoires et obtenir un mur aléatoire. Ok. Donc on verra dans le prochain tuto du jeudi comment on peut créer des variables qui positionnent à un endroit précis, donc certains éléments comme la porte qu'on a vue en introduction. Ensuite on fera un fuse ici pour fusionner l'ensemble, donc avec plus ou moins de force ici, de telle manière de ne pas froisser, voilà, mais ça permet de lier les sommets qui seront proches. Donc faire attention aux distances, bien entendu, entre les éléments, de telle manière qu'ils puissent fusionner de manière un peu homogène ici, donc tester cette variable de snap distance principalement du fuse. Et ensuite, les éléments étant liés, on va pouvoir donc venir donc à ce moment-là créer un path déforme avec une curve. C'est cette curve qui va donner le résultat final. Donc on va pouvoir créer une curve ici, donc avec le node curve. Il a été développé dans les dernières versions. On va pouvoir éditer, donc créer des points avec la deuxième icône ici, modifier des points ici, et cliquer sur la barre d'outils sur la gauche, sur Show Handle, ici, de la manière d'avoir donc le menu du Curve Tool, ça c'est assez intéressant, et puis de pouvoir sélectionner facilement donc des points ici, T pour le déplacement, et s'amuser donc à les déplacer. Voilà. Ok. Pour créer une curve, j'en refais une ici. Ok, ici, on va donc être sur la deuxième icône, comme on le voit ici, et on va cliquer donc ici pour venir cliquer, voilà. Donc soit cassante, soit voilà. Et on pourra changer donc les tangentes ici. Ok. Voilà donc comment on crée une curve ici sur ce paramètre-là. Donc c'est ce que j'ai fait ici, la curve à ce niveau-là. Et cette curve-là, on va l'utiliser pour venir dans le path déforme ici. Le path déforme, donc c'est comme son nom l'indique, c'est un node de déformation. On va faire rentrer la modélisation ici, après le fuse dans la première connexion, et dans la deuxième connexion, la curve ici. Voilà le résultat que l'on obtient ici. Et ça va être bien sûr interactif par rapport donc, à la curve. Ça veut dire qu'on va pouvoir donc, voilà, déplacer. Alors là, je tords un peu parce que je vais en profondeur, et on va rester sur le dessus ici, T. Voilà, avec la petite icône ici, voilà, on peut déformer, voilà. Ici, ça dépend la proximité des points, le nombre de points et ainsi de suite pour obtenir la déformation et donc le mur que l'on veut ici créer. Ok, donc dans Path Deform, en fait, les paramètres, ça c'est enclenché, Enable déformation par défaut. Surtout ce qui est important, c'est de venir dans Capture et Aligne, mettre le bon forward direction, dans mon cas c'est X, et le up direction en général c'est Y ici, et curve up control c'est Y axis ici. Donc ça, on ne va pas le changer. On peut renverser la curve, et après on a des paramètres de force, uniform scale ici. Voilà. Ici on peut donner un peu plus de force. Et ensuite, on pourra le voir dans les prochains tutos du jeudi, on a d'autres fonctions comme taper ici qui permet de pincer les bords ou une partie. Ici, j'ai pincé les bords avec la rampe, mais on peut donc voilà pincer ou pas, et ainsi de suite. Et on a donc comme ça le rotate aussi qu'on peut mettre en place et la rigidité ici que l'on peut mettre aussi en place.
Ok, voilà, le path deform est assez développé et assez intéressant pour rapidement, donc avec une modélisation procédurale, obtenir donc un résultat, un chemin, on va dire, d'objets modélisés que l'on va pouvoir mettre en place. Ici, dans notre cas, de manière aléatoire, on verra la prochaine fois comment on peut le positionner, donc des éléments comme on a vu pour la porte en introduction.